Et si je vous disais que la décennie la plus sanglante de l'histoire du cinéma n'était pas remplie de films d'horreur, mais de films sur la Deuxième Guerre mondiale qui osaient dire la vérité? Alors que l'Amérique faisait la fête dans les années 70, les réalisateurs les plus audacieux d'Hollywood créaient des chefs-d'œuvre brutaux qui brisaient toutes les conventions du film de guerre. Ce n'étaient pas les récits héroïques de votre père, c'étaient des examens sans concession des heures les plus sombres de l'humanité qui ont changé le cinéma à jamais. Patton, 1970. George C. Scott a refusé son Oscar pour avoir joué le général George Patton, qualifiant les Oscars de foire à viande. Parade. Mais son interprétation magistrale du stratège militaire américain le plus controversé a lancé la décennie avec un éclat qui résonne encore aujourd'hui. Le réalisateur Franklin Schaffner savait qu'il se lançait dans un champ de mine. Comment faire d'un homme qui a giflé des soldats choqués par les obus et qui se comparait aux anciens conquérants un héros? La réponse était simple. Vous ne le faites pas devenir un héros du tout. Vous le rendez humain. Le Patton de Scott était une contradiction ambulante enveloppée de laiton poli. Le discours d'ouverture à lui seul, prononcé devant un immense drapeau américain, est devenu l'un des monologues les plus cités du cinéma. Les Américains aiment un gagnant et ne tolèrent pas un perdant, déclare Patton. Et Scott a prononcé ces mots avec la ferveur d'un prédicateur de réveil sous tente. Le film a raflé les Oscars, remportant 7 récompenses, dont celle du meilleur film. Mais la vraie victoire était culturelle. Le Vietnam faisait rage et le public avait soif d'un film de guerre qui ne glorifie pas conflit. Patton leur a offert un portrait complexe du leadership militaire qui posait des questions inconfortables sur le prix de la victoire. Le refus de Scott d'accepter son Oscar est devenu une légende d'Hollywood. Il a qualifié la cérémonie de choquante, barbare et fondamentalement corrompue. L'Académie lui a quand même envoyé la statuette. Il l'a utilisée comme butoir de porte. Un pont trop loin, 1977. Richard Attenborough a réuni le casting le plus cher de l'histoire du cinéma pour raconter l'histoire de l'échec le plus ambitieux de la Deuxième Guerre mondiale. L'opération Market Garden promettait de terminer la guerre pour Noël, 1944. Au lieu de cela, elle est devenue une leçon magistrale de surestimation militaire. Le budget du film était stupéfiant pour l'époque, plus de 20 millions de dollars, dont une grande partie dépensée pour des talents de premier plan. Sean Connery, Michael Caine, Anthony Hopkins, Robert Redford et Gene Hackman partageaient tous l'écran dans ce qui est devenu l'aéroport de guerre, film. Mais sous le pouvoir des stars se cachait une histoire vraie, dévastatrice. Le plan était audacieux. Déployer 35 000 parachutistes derrière les lignes allemandes pour capturer des ponts clés à travers la Hollande. Qu'est-ce qui pourrait mal tourner? Tout, en fin de compte. L'attention d'Attenborough aux détails était obsessionnelle. Il a utilisé de véritables vétérans comme consultants et a filmé dans de nombreux lieux réels. Le résultat fut une épopée de 3 heures qui ressemblait plus à un documentaire qu'à un divertissement. Les critiques l'ont qualifié de trop long et trop ambitieux, mais le public a été fasciné par son ampleur. La plus grande réussite du film était de montrer comment de bonnes intentions et une planification minutieuse pouvaient être malgré tout menées à la catastrophe. L'opération Market Garden a échoué de façon spectaculaire, coûtant des milliers de vies et prolongeant la guerre de plusieurs mois. Comme le remarque un personnage, il se pourrait que nous allions un pont trop loin. En effet, c'était le cas. The Dirty Dozen, 1967 année, 1970 impact. Bien que sorti en 1967, The Dirty Dozen a projeté une ombre longue sur le cinéma de guerre des années 1970, prouvant que le public était prêt pour les anti-héros bien avant que Dirty Harry ne parade son battement. Robert Aldrich a pris 12 criminels condamnés, leur a donné une mission suicide et a d'une manière ou d'une autre créé l'un des films de guerre les plus influents jamais réalisés. Le scénario était extravagant. Recruter les pires soldats en prison militaire pour assassiner des officiers allemands dans un château français. Ly Marvin dirigeait cette bande hétéroclite avec le charisme d'un leader né et la morale d'un mercenaire. Son major Reisman ne s'intéressait pas au patriotisme ou gloire. Il voulait simplement accomplir la mission et ramener ses hommes vivants. La violence du film était choquante pour l'époque. L'assaut culminant dans le château était brutal et sans compromis. Les critiques l'ont qualifié de fasciste et moralement répréhensible. Le public n'en avait jamais assez. Les 12 salopards ont prouvé que les films de guerre n'avaient pas besoin de héros irréprochables ou de causes nobles. Parfois, les meilleurs soldats étaient ceux que la société avait déjà écartés. Cette vision du monde cynique dominerait le cinéma des années 1970, de M.A.S.H. à Apocalypse Now. Le film a engendré d'innombrables imitateurs et 3 suites télévisées, mais aucun n'a capturé l'esprit anarchique de l'original ni sa question fondamentale. En guerre, qui sont les vrais criminels? Kelly's Heroes, 1970. Clint Eastwood a braqué une banque derrière les lignes ennemies
Et d'une certaine manière, c'est devenu le film de guerre le plus subversif. Film de la décennie. Kelly's Heroes a commencé comme un film d'action pure, mais s'est transformé en un chef-d'œuvre contre-culturel qui remettait en question tout ce qui concerne l'autorité militaire. L'intrigue était du pur non-sens hollywoodien. Un groupe de soldats américains découvre de l'or nazi et lance sa propre guerre privée pour le voler. Mais le réalisateur Brian Hutton et le scénariste Troy Kennedy Martin ont utilisé ce postulat absurde pour critiquer la hiérarchie militaire et la cupidité capitaliste. Kelly, incarné par Eastwood, était l'antithèse des films de guerre traditionnels et héros. Il ne se battait pas pour la liberté ou la démocratie. Il se battait pour 32 lingots d'or valant 16 millions de dollars. Toujours avec les ondes négatives, se plaint Oddball, le commandant de Charippi de Donald Sutherland, capturant parfaitement le ton irrévérent du film. La distribution de soutien était un véritable who's who d'acteurs de caractère. Telly Savalas dévorait la scène en tant que le sergent opportuniste Big Joe, tandis que Don Rickles apportait une touche de comédie en tant que le sergent d'approvisionnement perpétuellement nerveux. Mais c'est Sutherland qui volait la vedette, avec son interprétation anachronique d'un Seconde Guerre mondiale, hippie. Les critiques s'étaient déconcertés. Était-ce une comédie ou un film d'action? Un film de guerre ou une déclaration anti-guerre? La réponse était tout cela à la fois. De l'or pour les braves a prouvé que les frontières de genre étaient faites pour être brisées, surtout lorsqu'il y avait de l'or à voler. Abattoir 5, 1972. George Roy Hill a adapté le chef-d'œuvre de Kurt Vonnegut et a créé le film de guerre le plus surréaliste jamais réalisé. Billy Pilgrim est devenu détaché dans le temps, vivant le bombardement de Dresde à travers le prisme fracturé du stress post-traumatique. Vonnegut avait vécu le bombardement de Dresde en tant que prisonnier de guerre. Son roman était profondément personnel et Hill comprenait que le cinéma conventionnel ne capterait pas son essence. Au lieu de cela, il a créé un récit onirique qui sautait entre le passé, le présent et l'avenir. Michael Sachs jouait Billy comme un homme brisé par l'expérience, mais d'une manière ou d'une autre encore fonctionnel. Sa performance était sobre et obsédante, montrant comment le traumatisme transforme la perception et mémoire. Le refrain célèbre « Ainsi va la vie » est devenu un mantra pour accepter les absurdités de la vie. La représentation de Dresde dans le film était dévastatrice. Il a utilisé des images réelles de la destruction de la ville, créant un paysage infernal rivalisant avec tout ce qui existe en fiction. La séquence du bombardement était brève mais inoubliable, montrant à quelle vitesse la civilisation pouvait s'effondrer. Les critiques étaient divisées. Certains l'ont qualifié de brillant, d'autres l'ont trouvé prétentieux. Mais Slaughterhouse 5 a établi que les films de guerre pouvaient être expérimenteux et néanmoins puissants. Cela a ouvert des portes à des approches ultérieures non conventionnelles des sujets militaires. La narration à des époques différentes du film a influencé d'innombrables films ultérieurs. De Apocalypse Now à Voyage au bout de l'enfer, les réalisateurs ont commencé à explorer comment le traumatisme de la guerre affecte la mémoire et la perception. La conscience fragmentée de Billy Pilgrim est devenue un modèle pour dépeindre les blessures psychologiques. Les Diables, 1971. La descente hallucinogène de Ken Russell dans l'hystérie religieuse n'était pas techniquement un film sur la Seconde Guerre mondiale, mais son exploration du fanatisme et de la corruption du pouvoir a influencé la manière dont les cinéastes des années 70 abordaient l'histoire. Le conflit, basé sur les Diables de Lou Dern d'Aldous Huxley, Russell a créé un cauchemar fiévreux de répression sexuelle et de manipulation politique. Oliver Reed jouait le père Grandier, un prêtre déchiré entre la foi véritable et le désir charnel, tandis que Vanessa Redgrave incarnait Sœur Jeanne, une nonne bossue dont l'extase religieuse frôlait et folie. Les images du film étaient choquantes, même selon les standards des années 1970. Russell remplissait l'écran de corps nus, d'iconographie religieuse et de scènes de torture qui faisaient que le public se tortillait. Warner Brothers ont coupé 17 minutes de la version américaine, mais même la version modifiée était trop pour de nombreux spectateurs. Les critiques étaient polarisées. Certains l'ont salué comme un chef-d'œuvre du cinéma religieux. D'autres l'ont qualifié de blasphème pornographique. L'Église catholique l'a condamné sans réserve, ce qui n'a fait qu'accroître sa notoriété. Les Diables ont prouvé que les films historiques pouvaient être viscéraux et contemporains. Les techniques de Russell, gros plans extrêmes, montage heurté, imagerie surréaliste, ont influencé les cinéastes de guerre qui voulaient capturer l'impact psychologique du conflit plutôt que sa simple réalité physique. Croix de fer, 1977. Sam Peckinpah a apporté sa violence caractéristique au front de l'Est et a créé le film sur la Seconde Guerre mondiale le plus brutal jamais réalisé. Croix de fer a montré la guerre du point de vue allemand, un choix controversé qui s'est révélé dévastateur. James Coburn jouait le sergent Steiner, un vétéran de la Wehrmacht qui se préoccupait plus de ses hommes que de l'armée. Honneur. Maximilian Schell était son ennemi aristocratique. Le capitaine Stransky,
désespéré d'obtenir une médaille pour impressionner sa famille prussienne. Leur conflit se déroulait sur le front de l'Allemagne. Retraite de Stalingrad. La mise en scène de Peckinpah était caractéristiquement violente. Les scènes de bataille éclataient en carnage au ralenti, avec des corps qui volaient et du sang qui giclait en motif ballétique. L'approche célèbre de la violence comme poésie a atteint son apogée lors de l'assaut culminant du film. Le budget du film était modeste, mais Peckinpah a optimisé chaque dollar. Il a filmé en Yougoslavie avec de l'équipement militaire réel, créant des séquences de bataille d'un réalisme rivalisant avec les productions à gros budget. Le résultat était à la fois intime et épique, personnel et universel. Les critiques ont salué la performance de Coburn et la direction de Peckinpah, mais ont remis en question la position morale du film. Un film sur des soldats allemands pouvait-il éviter de glorifier le nazisme? La réponse de Peckinpah était de se concentrer sur la survie humaine, plutôt que sur l'idéologie politique. Croix de fer fut le dernier grand film de Peckinpah, et son seul film de guerre. Il a prouvé que même des sujets controversés pouvaient être traités avec intelligence et art. L'influence du film s'est étendue bien au-delà du genre de guerre, inspirant les réalisateurs de films d'action pendant des décennies. MacArthur, 1977. Gregory Peck a endossé les bottes de Douglas MacArthur et a créé un portrait de l'ambition américaine à la fois admiratif et profondément troublant. Le film a retracé la campagne dans le Pacifique de MacArthur et son renvoi éventuel par le président Truman. Le réalisateur Joseph Sargent a affronté le même défi que celui de Patton. Les réalisateurs, comment dépeindre une figure militaire controversée sans le diaboliser ni le sanctifier. La performance de Peck jouait sur ce fil avec une dignité caractéristique. Le film couvrait les plus grands succès de MacArthur et ses échecs les plus spectaculaires. Sa brillante campagne sautant d'île en île à travers le Pacifique était contrebalancée par ses erreurs de calcul désastreuses en Corée. Le célèbre discours « Les vieux soldats ne meurent jamais » devint le sommet de « moment ». La production a rencontré des problèmes dès le début. Le réalisateur initial a été licencié et Peck s'est affronté avec les dirigeants du studio au sujet du scénario. Mais ces conflits en coulisses ont ajouté de l'authenticité au thème du film sur l'ego et l'ambition. Les critiques ont été respectueuses mais peu enthousiastes. Le film ressemblait à un devoir scolaire comparé à l'énergie flamboyante de Patton. Mais la performance de Peck a été universellement saluée et le film a trouvé son public à la télévision et en vidéo domestique. MacArthur a soulevé des questions sur le leadership militaire et sur le contrôle civil qui restent pertinentes aujourd'hui. À une époque de conflit continu, l'examen de l'arrogance militaire par le film semblait prophétique. Ils étaient périssables. 1945. Année 1970 Revival. L'élégie de John Ford pour la flotte du Pacifique américaine a connu un regain critique dans les années 1970 lorsque les universitaires du cinéma ont redécouvert sa puissance émotionnelle et sa technicité, le génie. Sorti initialement en 1945, They Were Expendable racontait l'histoire des équipages de bateaux pétés aux Philippines pendant les premiers jours de la Seconde Guerre mondiale. 2. Robert Montgomery et John Wayne incarnaient des officiers de marine observant leurs forces se replier face aux avancées japonaises. La réalisation de Ford était caractéristiquement sobre. Il se concentrait sur de petits moments de camaraderie et de perte plutôt que sur de grands actes héroïques. Le titre du film disait tout. Ces hommes savaient qu'ils étaient des pions sacrificiels dans un jeu stratégique plus vaste. La redécouverte des années 1970 est venue grâce à des critiques comme Andrew Saris et Peter Bogdanovich, qui ont reconnu le succès de Ford. Ils ont salué le ton mélancolique du film et sa représentation honnête de la défaite militaire. Voici un film de guerre qui ne promettait pas de victoire facile. Les projections Revival ont attiré de nouveaux publics avides de guerres complexes. Récit. Le Vietnam avait appris aux Américains que les conflits militaires ne se terminaient pas toujours par un triomphe. Ils étaient expendables, semblaient soudainement contemporains. L'influence du film sur le cinéma de guerre des années 1970 était subtile mais profonde. Des réalisateurs comme Terrence Malick et Michael Cimino ont étudié les techniques de Ford pour représenter le fardeau psychologique de la guerre. Le titre du film est devenu un raccourci pour le sacrifice militaire. Voyage au bout de l'enfer, 1978. L'épopée de 3 heures de Michael Cimino ne portait pas techniquement sur la Seconde Guerre mondiale, mais son examen sans détour de l'impact de la guerre sur l'Amérique des petites villes a changé à jamais la manière dont les réalisateurs abordent les sujets militaires. Le film suivait 3 ouvriers sidérurgistes de Pennsylvanie depuis la célébration de leur mariage dans leur ville natale, à travers l'enfer du Vietnam et de retour dans une communauté à jamais transformée. Robert De Niro, Christopher Walken et John Savage ont créé des personnages inoubliables dont l'amitié est devenue la première victime de la guerre. La vision de Cimino était ambitieuse au-delà de toute raison. Il exigeait un contrôle total sur tous les aspects de la production, du casting au montage final. Le résultat fut un film qui ressemblait plus à une expérience vécue qu'à un divertissement.
les scènes de roulette russe sont devenues les séquences les plus débattues du cinéma. Les critiques débattaient de leur précision historique, mais le public comprenait leur pouvoir métaphorique. La guerre était un jeu où les enjeux étaient la vie et la mort, et la maison gagnait toujours. La performance oscarisée de Christopher Walken dans le rôle de Nick, le soldat qui ne pouvait échapper à l'emprise psychologique de la guerre, est devenue une icône du cinéma des années 1970. Sa scène finale, répétant un coup avant d'appuyer sur la détente, hantait les spectateurs longtemps après le générique de fin. La durée de 3 heures du film était initialement considérée comme un suicide commercial, mais Voyage au bout de l'enfer a prouvé que le public était prêt à regarder des épopées si l'histoire justifiait la durée. Il a remporté 5 Oscars, dont celui du meilleur film. Apocalypse Now, 1979. Le voyage de Francis Ford Coppola au cœur des ténèbres a commencé comme une adaptation de la Seconde Guerre mondiale du cœur des ténèbres de Joseph Conrad, mais a évolué pour devenir le film définitif sur la guerre du Vietnam. La production est devenue presque aussi légendaire que le film terminé. La vision originale de Coppola consistait à déplacer l'histoire de Conrad du Congo belge aux Philippines pendant la Seconde Guerre mondiale. Mais à mesure que les années 1970 avançaient et que le Vietnam faisait la une des journaux, il a déplacé le cadre en Asie du Sud-Est. L'histoire principale est restée la même, un voyage dans les ténèbres morales. Martin Sheen a joué le capitaine Willard, chargé d'éliminer le colonel Kurtz rebelle, interprété par Marlon Brando dans sa performance la plus mystérieuse. Le voyage remontant le fleuve est devenu une descente à travers la confusion morale de l'Amérique sur la guerre et l'impérialisme. La production fut cauchemardesque. Des typhons ont détruit les décors, Sheen a subi une crise cardiaque, et Brando est arrivé sur le tournage en surpoids et non préparé. Coppola a déclaré célèbrement « Mon film ne parle pas du Vietnam. Mon film est le Vietnam. » Les images du film étaient inoubliables. Le colonel Kilgore de Robert Duvall, surfant pendant une attaque tandis que la chevauchée des Walkyries de Wagner retentissait depuis les haut-parleurs des hélicoptères, a devenu l'une des scènes les plus citées du cinéma. « J'aime l'odeur du napalm le matin » est entré immédiatement dans la culture populaire. Les critiques s'étaient partagées, mais impressionnées. La longueur du film et sa structure expérimentale défiaient les attentes des films de guerre conventionnels, mais son influence fut immédiate et durable, changeant la manière dont les cinéastes représentaient l'impact psychologique des conflits militaires. Midway, 1976. Jack Smythe a apporté le modèle du film catastrophe à la bataille navale la plus cruciale de la Seconde Guerre mondiale et a créé un spectacle étoilé qui privilégiait l'action à l'analyse. Le film a réuni un incroyable casting, Charlton Heston, Henry Fonda, James Coburn, Glenn Ford et Hal Holbrook partageaient tous l'écran dans une histoire qui alternait entre les perspectives américaines et japonaises. C'était Airport, rencontre Tora, Tora, Tora. Les séquences de bataille étaient spectaculaires pour leur époque. Smythe a utilisé un travail de miniatures extensives et des séquences d'archives pour recréer les combats aériens qui ont changé l'élan de la guerre du Pacifique. Les réalisations techniques du film étaient remarquables compte tenu de son budget relativement modeste, mais les critiques n'ont pas été impressionnés. Ils ont trouvé les personnages du film superficiels et sa narration conventionnelle. La formule du film catastrophe ne s'est pas bien adaptée aux sujets historiques, ont-ils soutenu. Les spectateurs n'étaient pas d'accord, faisant de Midway un succès important. La véritable réussite du film était éducative. De nombreux spectateurs ont appris pour la première fois la bataille de Midway grâce à ce traitement accessible d'Hollywood. L'exactitude historique a été reléguée au second plan au profit de la valeur divertissante, mais les faits de base ont été préservés. Midway a représenté le dernier souffle des spectacles de guerre à l'ancienne. Bientôt, les cinéastes se concentreraient sur l'impact psychologique de la guerre plutôt que sur ses détails tactiques. Mais pour les spectateurs avides d'héroïsme simple, le film a comblé toutes les attentes. Les Français venant du Brésil, 1978. Le thriller de Franklin Schaffner sur les criminels de guerre nazis cachés en Amérique du Sud prenait l'horreur de l'Holocauste et l'emballait dans un divertissement accessible. Le résultat était à la fois glaçant et commercialement réussi. Gregory Peck jouait le docteur Joseph Mengele, l'ange de la mort lui-même, complotant pour ressusciter le Troisième Reich par la manipulation génétique. Laurence Olivier était le chasseur de nazis déterminé à l'arrêter. Leur jeu du chat et de la souris s'est déroulé sur 2 continents. La prémisse du film était scandaleuse. Mengele a créé des douzaines de clones d'Hitler et manipule leurs environnements pour recréer l'enfance du Führer. Mais Schaffner a dirigé avec un sérieux mortel, sans jamais faire de clin d'œil au public ni reconnaître les origines pulp de l'histoire. La performance de Peck était étonnamment efficace. Connu pour incarner des héros américains, il a apporté une menace inattendue au rôle du criminel de guerre le plus notoire de l'histoire.
Son Mengele était cultivé, intelligent et absolument impitoyable. Le film a suscité des conséquences inattendues, des questions inconfortables sur la génétique et la nature humaine. Si l'environnement façonne la personnalité, le mal pourrait-il être recréé artificiellement? Les enfants du Brésil suggéraient que la réponse pourrait être oui, et la perspective terrifiait le public. Les critiques ont loué les performances, mais ont remis en question l'exploitation des images de l'Holocauste par le film. Était-il approprié de transformer les atrocités nazies en divertissement à suspense? Le débat se poursuit aujourd'hui, mais l'impact du film était indéniable. L'homme dans la cabine de verre, 1975. Le drame judiciaire d'Arthur Hiller posait une question impossible. Un survivant de l'Holocauste et un criminel de guerre nazi peuvent-ils être la même personne? La réponse remettait en question tout ce que le public pensait savoir sur l'identité et la culpabilité. Maximilian Schell joue Arthur Goldman, un riche homme d'affaires de New York qui prétend être un survivant de l'Holocauste. Mais lorsque des agents israéliens l'enlèvent pour qu'il fasse face à des accusations de crimes de guerre, la vérité devient obscure. Goldman est-il vraiment le colonel nazi Dorf? Ou est-il un élaboré imposteur? Le film était basé sur la pièce controversée de Robert Shaw, que Shaw a adaptée de son propre roman. Les origines théâtrales se manifestaient dans la salle d'audience aux dialogues abondants. Séquence, mais la réalisation de Hiller maintenait le rythme tendu et captivant. La performance de Schell était un tour de force d'interprétation. Il devait convaincre le public que son personnage pouvait être à la fois victime et bourreau, souvent dans la même scène. La transformation était remarquable et profondément troublante. Les thèmes du film trouvaient un écho auprès du public des années 1970, aux prises avec des questions de culpabilité collective et de responsabilité individuelle. Le Vietnam avait enseigné aux Américains que des lignes morales claires n'existaient pas toujours dans la guerre. L'homme du parloir explorait cette ambiguïté à travers le témoignage de l'Holocauste. Les critiques étaient respectueuses, mais prudentes. Le sujet du film était trop sensible pour un divertissement léger, mais trop important pour être ignoré. Il a trouvé son public grâce au bouche à oreille et au soutien critique. Marathon Man, 1976. John Schlesinger transforma un thriller de routine en une méditation sur le traumatisme de l'Holocauste, qui fait encore frémir les spectateurs 45 ans. Plus tard, est-ce sûr, est devenue la question la plus terrifiante de l'histoire du cinéma. Dustin Hoffman jouait le rôle de Babe Levy, un étudiant diplômé qui se retrouve mêlé à des criminels de guerre nazis cachés à New York. Laurence Olivier était le docteur Sell, un ancien dentiste de camp de concentration qui utilise ses compétences professionnelles pour les interrogatoires. Des scènes les plus discutées du cinéma. Séquence. Schlesinger l'a filmé avec une précision clinique, sans jamais montrer de gore explicite, mais en créant un impact psychologique maximal. Le son de la perceuse suffisait à faire couvrir les oreilles du public. L'approche de jeu de méthode de Hoffman est devenue légendaire. Il est resté éveillé pendant des jours pour paraître épuisé, ce qui a amené le fameux commentaire d'Olivier « Essayez de jouer, mon cher, c'est beaucoup plus facile. » Mais la technique a fonctionné, créant une performance qui semblait véritablement désespérée. Les thèmes du film reliaient le traumatisme de l'Holocauste à l'époque contemporaine. Paranoïa. Zell représentait le passé qui ne voulait pas rester enfoui, tandis que Babe incarnait l'innocence face au mal. Leur collision était inévitable et dévastatrice. Marathon Man a prouvé que les sujets de l'Holocauste pouvaient générer un divertissement grand public sans banaliser la tragédie historique. Le succès du film a ouvert la voie à des traitements plus sérieux des crimes de guerre nazis dans le cinéma populaire. Julia, 1977. Le drame élégant de Fred Zinnemann montrait comment les relations personnelles survivaient aux bouleversements politiques, valant à Jane Fonda et Vanessa Redgrave des nominations aux Oscars pour leur interprétation d'amis de toujours séparés par guerre. Le film racontait l'histoire de la dramaturge Liliane Hellman et de son amie mystérieuse Julia, qui avait rejoint la résistance anti-nazie dans l'Europe des années 1930. Leur amitié, mise à l'épreuve par l'engagement politique et le sacrifice personnel, devenait une réflexion sur la loyauté et le courage. Le personnage de Julia, interprété par Redgrave, n'apparaissait que dans quelques scènes, mais sa présence dominait le film. Elle incarnait l'idéaliste aristocratique qui choisit l'action politique dangereuse plutôt que la sécurité confortable. Sa performance était lumineuse et tragique. Fonda jouait Hellman comme une femme déchirée entre le confort personnel et la politique. Conscience. Lorsque Julia lui demande de faire passer de l'argent à des combattants de la résistance en danger, Hellman doit choisir entre la sécurité et l'amitié. Ce choix la définit personnage. La réalisation de Zinnemann était d'une précision caractéristique. Il a évité le mélodrame en faveur d'un réalisme psychologique, montrant comment des gens ordinaires prenaient des décisions morales extraordinaires. La retenue du film rendait ces moments émotionnels plus puissants. Les critiques ont salué les performances et la réalisation de Zinnemann, mais certains ont remis en question l'exactitude historique de l'histoire.
Les révélations ultérieures sur les mémoires de Hellman ont jeté le doute sur la base factuelle du film, mais son émotion vers la vérité est restée intacte. A Night to Remember, 1958 révision des années 70. La reconstitution minutieuse par Roy Ward Baker du désastre du Titanic a connu une renaissance critique dans les années 70 lorsque le public a redécouvert son approche de style documentaire de la tragédie historique. La sortie originale du film en 1958 a établi le modèle pour les films catastrophes, mais les spectateurs des années 1970 ont apprécié sa retenue et son authenticité. Contrairement au spectacle hollywoodien ultérieur, A Night to Remember se concentrait sur le comportement humain sous une pression extrême. Kenneth More jouait le second officier, Lightoller, avec une sobriété britannique caractéristique. Sa performance incarnait l'héroïsme basé sur la classe de l'époque, montrant comment les attentes sociales façonnaient les réponses individuelles à une crise. L'attention du film aux détails historiques était sans précédent. Baker a consulté des survivants et des experts maritimes, créant des représentations précises des derniers moments du navire, des heures. Le résultat ressemblait plus à un documentaire qu'à un divertissement. Les projections de reprise dans les années 1970 ont attiré de nouveaux publics, comparant le film aux films catastrophes contemporains comme L'Aventure du Poséidon et Tremblement de terre. Les critiques ont remarqué que la retenue de Baker rendait la tragédie plus puissante plutôt que moins. L'influence du film sur les adaptations ultérieures du Titanic a été profonde. James Cameron a étudié les techniques de Baker de manière approfondie lors de l'élaboration de son blockbuster de 1997. L'ADN de A Night to Remember se retrouve dans chaque récit ultérieur de l'histoire. Dimanche noir, 1977. John Frankenheimer a apporté sa sensibilité de thriller paranoïaque à une histoire sur des terroristes du Moyen-Orient visant l'événement sportif le plus populaire d'Amérique, événement. Le résultat était un pur divertissement anxiogène des années 1970. L'intrigue était tirée des gros titres contemporains. Des terroristes palestiniens, aidés par un vétéran du Vietnam perturbé, prévoyaient d'attaquer le Super Bowl avec un dirigeable chargé d'explosifs. Robert Shaw jouait l'agent de renseignement israélien essayant de les arrêter. La performance de Bruce Dern en tant que pilote détraqué était typiquement intense. Son personnage, détruit par les combats du Vietnam et les échecs personnels, représentait l'état psychologique de l'Amérique d'après-guerre. Blessure. Le terrorisme est devenu son moyen de vengeance contre la société. La mise en scène de Frankenheimer était caractéristiquement paranoïaque. Il a utilisé des caméras à main et un éclairage naturel pour créer un style documentaire. Réalisme. Les séquences du Super Bowl, filmées lors d'un vrai match, étaient véritablement tendues. Le film reflétait les craintes des années 1970 concernant le terrorisme international et la violence domestique. Les souvenirs du massacre des Jeux olympiques de Munich étaient encore frais et les vétérans du Vietnam éprouvaient des difficultés à réintégrer la société. Black Sunday combinait ces deux angoisses pour un divertissement efficace. Les critiques ont salué les prouesses techniques, mais ont remis en question l'exploitation contemporaine par le film. Crainte. Était-il approprié de transformer le terrorisme en divertissement de thriller? Le public ne s'en souciait pas, ce qui a fait du film un succès considérable. L'aigle s'est envolé, 1976. John Sturges a adapté le roman de Jack Higgins sur un complot allemand pour kidnapper Winston Churchill et a créé un portrait improbable et sympathique du professionnalisme de la Wehrmacht face au fanatisme nazi. Michael Caine a joué le rôle du colonel Steiner, un parachutiste chargé de capturer Churchill lors d'une visite à la campagne. La mission était sans espoir dès le début, mais le professionnalisme de Steiner l'a poussé à tenter l'impossible. L'élément controversé du film était sa représentation sympathique des soldats allemands. Steiner et ses hommes étaient présentés comme des guerriers honorables suivant les ordres, distincts des véritables nazis, croyants. Cette distinction morale était révolutionnaire pour les films de guerre des années 1970. Donald Sutherland est apparu en tant que Liam Devlin, un agent de l'IRA aidant les Allemands. Sa performance était caractéristiquement charismatique, incitant le public à soutenir des personnages qu'il devrait théoriquement s'opposer. Sturges a dirigé avec son attention habituelle aux séquences d'action et aux personnages. Développement. Les scènes d'infiltration en parachute et de combat dans le village étaient magistralement élaborées, augmentant la tension jusqu'à l'inévitable conclusion tragique. Les critiques s'étaient divisées sur la position morale du film. Les soldats allemands pouvaient-ils être dépeints de manière sympathique sans banaliser les crimes nazis? L'aigle s'est envolé à suggérer que oui, ouvrant des débats qui se poursuivent aujourd'hui. Hic. Les années de guerre, 1979. La mini-série télévisée de Melville Chevelson a amené le leadership de guerre de Dwight Eisenhower sur le petit écran pour un public avide d'histoires historiques complexes. Portrait.
Robert Duvall a interprété Eisenhower comme un général politique contraint d'équilibrer les intérêts nationaux concurrents tout en planifiant la plus grande opération militaire de l'histoire. Sa performance a montré l'immense pression du leader de la coalition. Leadership. La série couvrait la montée d'Eisenhower, de l'officier d'état-major au commandant suprême des forces alliées, en se concentrant sur ses relations avec Churchill, Montgomery et d'autres dirigeants alliés. Les manœuvres politiques ont reçu autant d'attention que la stratégie militaire. Lee Remick a joué Kay Summersby, la conductrice britannique d'Eisenhower et son intérêt romantique supposé. Leur relation était traitée avec la franchise caractéristique des années 1970, reconnaissant les besoins humains tout en respectant la discrétion historique. Les valeurs de production étaient impressionnantes pour la télévision. Shevelson a utilisé des lieux authentiques et des détails d'époque pour créer une atmosphère historique convaincante. Les séquences de planification du jour J étaient particulièrement efficaces. Les critiques ont loué la performance de Duvall et l'attention de la série à la complexité politique. Contrairement aux films de cinéma, la télévision pouvait explorer le développement des personnages sur plusieurs heures. Ike a pleinement tiré parti des possibilités du média. Le tambour, 1979. L'adaptation de Volker Schlöndorff du roman controversé de Günter Grass a remporté la Palme d'Or et l'Oscar du meilleur film en langue étrangère, prouvant que le cinéma d'art et d'essai pouvait aborder les sujets de la Seconde Guerre mondiale avec une audace sans précédent. Le film suivait Oskar Matzerath, un garçon qui refuse de grandir pendant la montée de l'Allemagne nazie. Sa perspective sur la corruption des adultes et la folie politique fournit un regard unique pour examiner l'attrait du fascisme. David Bennett a joué Oscar avec une intensité troublante. Son intelligence adulte, enfermée dans un corps d'enfant, a créé une dissonance cognitive qui a fait que les spectateurs inconfortables. C'était l'effet voulu par le film. Les images du film étaient souvent choquantes. Schlöndorff n'a pas hésité à aborder les éléments les plus controversés du roman, y compris les scènes de sexualité et de violence qui ont défié les normes des commissions de classification. Le résultat était intransigeant, mais puissant. Les critiques ont reconnu l'accomplissement artistique du film tout en remettant en question son accessibilité. Le tambour exigeait un engagement actif de la part des spectateurs, refusant de fournir un divertissement facile ou des leçons morales simples. L'influence du film sur le cinéma de guerre ultérieur était subtile, mais significative. Il a prouvé que des techniques expérimentales pouvaient éclairer des sujets historiques de manière nouvelle. Les approches narratives traditionnelles n'étaient pas la seule option pour les cinéastes sérieux. À l'Ouest, rien de nouveau. 1979. L'adaptation télévisée de Delberman du roman classique d'Éric Maria Remarque a présenté la futilité de la Première Guerre mondiale à une nouvelle génération, prouvant que les grandes histoires transcendent leur support original. Richard Thomas a joué Paul Bäumer, le jeune soldat allemand dont l'enthousiasme pour la guerre se transforme progressivement en désillusion et désespoir. Sa performance a capturé la tragédie centrale du roman, la jeunesse sacrifiée pour des motifs politiques abstraits. Objectif. La production a dû relever le défi de succéder à la version acclamée de 1930 de Lewis Milestone. Mann a choisi de mettre l'accent sur le réalisme psychologique plutôt que sur des séquences de bataille spectaculaires, en se concentrant sur le développement des personnages et la vérité émotionnelle. Le message pacifiste du film a résonné chez le public qui était encore en train de traiter les conséquences du Vietnam. La critique de Remarque sur le romantisme militaire semblait contemporaine, malgré son contexte de Première Guerre mondiale. La guerre était la guerre, quel que soit le conflit spécifique. Ernest Borgnine et Donald Pleasence ont offert de solides performances en tant que soldats de carrière qui comprenaient la réalité de la guerre, mais ne pouvaient échapper à ses exigences. Leurs personnages représentèrent la sagesse militaire institutionnelle. Le film a remporté le Emmy Award pour le meilleur drame spécial, prouvant que la télévision pouvait traiter des adaptations littéraires sérieuses avec la gravité et l'intégrité artistique appropriées. Les limitations du médium sont devenues des atouts grâce à des choix d'adaptation intelligents. Si vous avez aimé cette plongée dans le cinéma de guerre des années 70, appuyez sur le bouton « J'aime ». Partagez avec d'autres passionnés de cinéma et abonnez-vous pour plus d'archéologie cinématographique. Quel est votre film préféré sur la Seconde Guerre mondiale de cette incroyable décennie? Faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous.